Donc, merci à vous tous d'être avec nous ce soir pour cette nouvelle visio Hachette Technique spéciale MELEC. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous signale que cette visio est enregistrée, puisqu'elle sera diffusée en replay dès demain sur le site Hachette Éducation et sur notre chaîne YouTube. Vos micros et caméras sont coupés, mais vous pouvez interagir avec nous via le fil de conversation. Vous pouvez poser vos questions et nous faire part de vos commentaires. Nous répondrons à l'ensemble des questions à la fin de la visio. Pour m'accompagner ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Sébastien Van Nuys, enseignant en lycée professionnel en filière MELEC, et Monsieur Stéphane Beau, directeur marketing digital et communication chez Legrand France. Ce soir, nous allons avoir un programme en 4 parties. Dans un premier temps, Monsieur Beau nous parlera des innovations technologiques en domotique, électricité et environnement. Puis, nous aborderons avec Monsieur Van Nuys la question de comment traiter les innovations de demain en classe. Je vous présenterai ensuite rapidement notre nouveau guide d'Emelec qui paraîtra en 2023. Et enfin, nous aurons un temps d'échange où nous pourrons répondre à l'ensemble de vos questions. Je laisse la parole maintenant à Monsieur Beau pour entrer dans le vif du sujet et je vous dis à tout à l'heure. Merci Thomas, bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je me présente, je m'appelle Stéphane Beau, je suis directeur marketing, communication digitale pour la filiale France de Legrand. Tout d'abord, merci beaucoup à Hachette pour m'avoir invité à cet événement. Je suis très honoré, merci beaucoup. On vient de signer un partenariat récemment et ça illustre le fait que Legrand déploie un certain nombre d'initiatives pour accompagner justement la formation des futurs professionnels de la filière. On a déjà pas mal d'initiatives dans le domaine. On participe à l'équipement de plateaux techniques assez récemment, assez régulièrement pour la formation notamment d'apprentis. On a ouvert gratuitement nos dispositifs de formation aux formateurs et enseignants pour qu'ils puissent les suivre en ligne ou en présentiel. On participe à des concours, à des challenges, soit en relation avec les académies, soit avec les organisations de la filière. Je pense au WorldSkill, par exemple, qui est un événement majeur pour nous. Donc voilà, c'est la continuité de toutes ces initiatives et j'en suis ravi. Juste avant de commencer, je voulais quand même vous parler de Legrand pendant 30 secondes. L'idée, c'est pas vous faire la promotion de l'entreprise, mais pour vous donner quelques chiffres clés. Donc, vous savez peut-être, Legrand est un groupe français, certes de dimension internationale, mais qui a conservé son siège social en France, notamment à Limoges. Le chiffre d'affaires, c'est à peu près un peu plus de 8 milliards d'euros en 2022. La France, qui est le pays d'origine du groupe, pèse encore une part très significative de l'activité du groupe Legrand, puisque c'est le deuxième pays derrière l'Amérique du Nord. Et pour vous donner quelques chiffres, Legrand France, c'est à peu près 5000 collaborateurs, 200 000 clients en France, 30 sites, dont une vingtaine de sites de production. On est assez fiers de dire que 80% du chiffre d'affaires de la France est fait avec des produits qui sortent de nos usines en France, donc c'est un point important. Donc voilà, c'était pour vous dresser un petit peu le portrait de l'entreprise. L'intervention que je vous propose de parcourir sera axée autour de 3 thèmes. Partager d'abord les évolutions majeures qui impactent la filière des infrastructures électriques et numériques, et ce depuis quelques années. Et bien sûr, qui ont deuxièmement un impact sur notre process d'innovation et sur la nature des solutions qu'on est à même de mettre sur le marché et à proposer à nos clients. Et puis troisièmement, ce que ça implique aussi concernant les nouvelles compétences requises, que ce soit chez nos collaborateurs, mais aussi chez les clients avec lesquels on travaille pour les accompagner dans la prise en compte de ces nouvelles mutations et nouvelles technologies. Je vous propose de détailler un peu ce qu'on entend par évolution majeure au sein de notre filière. Tout d'abord, on peut dire quand même que ces évolutions, elles sont maintenant connues depuis plusieurs années. On connaît malgré tout une accélération depuis peu sur un certain nombre d'entre elles. Je pense à la mobilité électrique, par exemple. Ça fait longtemps qu'on parle du développement des véhicules électriques en France, mais finalement, la vraie accélération, elle est finalement assez récente. Et ça a des impacts évidemment sur l'infrastructure de recharge qui doit être dimensionnée en quantité suffisante, adaptée aux différents types de véhicules, aux différents types de bâtiments, et qui peut, dans la plupart des cas, avoir aussi un impact sur le dimensionnement de l'infrastructure électrique du bâtiment. Donc, c'est évidemment un trend très important.
Le deuxième, c'est le développement des énergies renouvelables. Pense au solaire, pense à l'éolien, qui, dans certains cas, peuvent imposer des nouvelles exigences techniques, notamment pour la protection de ce type d'installation. Le troisième trend majeur concerne la performance énergétique et environnementale des bâtiments. Et ça nécessite d'intégrer, que ce soit dans les bâtiments neufs ou existants, souvent des solutions ou des capteurs ou des solutions connectées pour à la fois mesurer ce que le bâtiment consomme, piloter les différentes fonctions du bâtiment, mais aussi optimiser bien sûr l'énergie qui est nécessaire au fonctionnement de ce même bâtiment. Et puis le quatrième, il a trait à la digitalisation globale de l'économie et on peut le voir sous deux angles. Il y a une très forte accélération des installations, des ventes de produits ou d'objets connectés dans tous les domaines, dans notre vie quotidienne, dans nos métiers respectifs. Et puis, ça a un impact direct sur la construction de bâtiments qui sont dédiés à la transmission et à l'hébergement des données, qu'on appelle les data centers, et qui croissent à un rythme très, très soutenu en France. Donc, tous ces trends, en fait, génèrent des besoins qui sont croissants en infrastructure électrique et en infrastructure numérique au sein des bâtiments. Donc, c'est évidemment une opportunité pour l'ensemble de la filière, parce que ça crée de nouveaux besoins et ça crée de nouvelles opportunités. La contrepartie, c'est que par rapport à ces trends, on a globalement une généralisation de solutions qui sont plutôt connectées, avec une atténuation des frontières entre le monde physique des produits et le monde du digital avec les logiciels et les applications associées, et donc ce qui nécessite quand même de remettre en cause ou d'acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir les prendre en main de manière efficace. Je vous propose de passer à la manière dont on aborde ces trends majeurs au sein du groupe Legrand et la manière dont on essaye d'y répondre, puisque évidemment, ça nous impacte très lourdement dans nos process d'innovation et dans le développement de solutions. Ça se traduit par exemple par le développement de prises et de bornes qui permettent de recharger tous les types de véhicules hybrides, électriques, en fonction des différentes configurations des bâtiments qu'on peut rencontrer. Ça se traduit par des solutions d'efficacité énergétique qui permettent de mesurer, d'analyser, de mieux piloter ou d'optimiser l'énergie qu'un bâtiment consomme. Ça passe par des solutions connectées qui sont dédiées au marché résidentiel, mais pas seulement, également au marché tertiaire et industriel, et qui permettent tout simplement de simplifier la vie des occupants du bâtiment, d'améliorer leur confort, d'améliorer la sécurité du bâtiment et aussi d'améliorer la performance énergétique du bâtiment, en réduisant la facture, bien sûr. Et puis, ça passe par des solutions qui sont dédiées pour les bâtiments data centers, qui sont par nature des environnements qui sont assez critiques, assez exigeants, et qui nécessitent la plupart du temps des installations assez spécifiques. Au-delà des solutions produits, je voulais attirer votre attention au travers de cette, si on peut rester juste sur la précédente 30 secondes, merci. J'attire juste votre attention sur le fait que lorsqu'on aborde ces évolutions et les solutions associées, on voit qu'on bascule assez rapidement dans le monde de solutions connectées et du monde de l'interopérabilité, ce qui suppose la prise en charge de nombreux protocoles. Vous en voyez un certain nombre affichés sur la slide, notamment sur la partie Smart Home ou aussi sur la partie bâtiment tertiaire, et notamment pour raccorder des solutions qui permettent d'améliorer l'efficacité énergétique. Et ça suppose quand même de renforcer nos compétences collectives sur ces sujets qui sont, pour certains, assez nouveaux, de manière à pouvoir permettre que nos solutions puissent communiquer déjà entre elles, bien sûr, à minima, mais aussi avec d'autres industriels ou d'autres fonctions du bâtiment. Et également, elles doivent aussi être capables de s'intégrer dans des écosystèmes qui sont déjà existants. Donc, ça suppose que nos solutions soient capables de parler le langage que parlent d'autres solutions qui sont déjà présentes au sein du bâtiment. Et ça suppose, et là on peut passer à la suivante, ça suppose le développement de nouvelles compétences, alors à la fois pour nos collaborateurs, où, comme je le disais, ces évolutions nécessitent souvent le recours à des compétences qui sont très spécialisées dans nos équipes, notamment très spécialisées, par exemple, dans le domaine de la R&D, dans le domaine de l'Internet des objets, dans le domaine du développement de logiciels, dans le domaine de la sécurité des données, en plus des compétences traditionnelles dont on a besoin pour développer en tant que tel un produit physique, si j'ose dire.
Ça nécessite aussi des compétences en termes de support technique, que ce soit pour les équipes commerciales comme pour nos clients, en avant-vente, en après-vente, pour pouvoir accompagner au mieux les mutations qui sont liées à ces évolutions technologiques. Et puis également, ça impacte aussi nos forces de vente, puisqu'on doit les former et les spécialiser de plus en plus à ces évolutions, de manière à ce qu'elles aient le bon discours et la bonne manière d'accompagner nos clients dans ces mutations. Et puis, ça a aussi un impact sur l'autre volet, auprès des professionnels de la filière, c'est-à-dire nos clients. Euh, on a de plus en plus de demandes depuis quelques années sur des demandes d'accompagnement, des demandes de formation très spécifiques pour pouvoir prendre en compte et aider nos clients à prendre en compte ces nouvelles exigences techniques et normatives, des spécifications ou des règles d'installation qui peuvent être parfois un peu différentes en fonction des sujets. On parlait du solaire ou de l'éolien tout à l'heure. On a aussi beaucoup de demandes concernant la connaissance des environnements de communication, comme on le voyait tout à l'heure, notamment au travers des protocoles de communication qui sont utilisés dans les différents types de bâtiments pour gérer et piloter les différents types de solutions qui sont intégrées. Et puis également, de plus en plus de demandes concernant des compétences, je vais dire, relationnelles pour aider nos clients eux-mêmes à s'approprier les solutions, mais aussi à en maîtriser les arguments de vente pour être encore plus convaincants vis-à-vis de leurs propres clients pour en expliquer clairement les bénéfices. Donc ça suppose quand même un certain nombre de modifications, d'accompagnement et de soutien pour que toute la filière prenne en compte ces nouvelles technologies et tous les protocoles de communication associés. Je prends un exemple concret, qui est un projet sur lequel on est en train de travailler. Donc, c'est un projet réel. Je l'ai anonymisé volontairement parce qu'il n'est pas encore sorti, donc je garde l'effet de surprise. On est en train de développer une offre de produits connectés qui permet de répondre à un usage dans les bâtiments, on va dire, de type tertiaire. Et le développement de ce produit, il inclut des compétences qui sont, on va dire, historiques pour permettre de concevoir une offre de produits physiques, tout ce qu'on appelle le hardware. Mais le fait que ce produit soit un produit connecté qui va s'intégrer dans un écosystème et qui va communiquer avec plein d'autres produits, ça nécessite, vous voyez, beaucoup de compétences multiples à toutes les étapes du développement. On doit prendre en charge les protocoles de communication pour garantir le paramétrage de la solution, la connectivité, le fait qu'elle puisse communiquer avec d'autres produits dans le bâtiment, donc ce qui suppose des nouvelles compétences en Internet des objets, la connaissance dans le développement d'applications pour utiliser ces produits. On a besoin de remonter les données qui sont captées par ce produit connecté sur des tableaux de bord. Donc, ça suppose, pour mettre à disposition de l'exploitant du bâtiment, ça suppose des compétences spécifiques dans le domaine du logiciel. Et puis, on a besoin aussi que ces données, au-delà qu'elles soient remontées sur un tableau de bord qui soit propre, ces données ont souvent besoin d'être intégrées dans un système plus complet qui permet en fait au client de piloter plus globalement son bâtiment. Et là, ça suppose aussi des compétences à la fois en logiciel, mais aussi en capacité d'intégration pour être capable de transférer des données d'un système A vers un système B, des compétences en termes de cloud et d'API qui sont en fait des petits programmes qui permettent de traduire un langage de communication utilisé par un système en un autre langage qui pourrait être reconnu par un autre système. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on part finalement d'un produit qui est un produit physique qu'on fait depuis toujours chez Legrand, mais que le fait que ce produit doive s'intégrer aujourd'hui et répondre à des nouveaux usages et aux nouvelles tendances qu'on vient d'évoquer précédemment, ça suppose tout un tas de nouvelles compétences qui sont beaucoup dans le domaine des applications, des logiciels et de l'Internet des objets. Donc voilà, en résumé, donc, ce que je voulais partager avec vous et ce que je voulais que vous reteniez, c'est que notre filière évolue, mais ça vous le savez bien, mais elle évolue à un rythme hyper soutenu, sans doute inédit, sous l'effet des 4 tendances majeures qu'on a évoquées précédemment, et que cette évolution, elle entraîne des opportunités évidentes pour l'ensemble des professionnels et des futurs professionnels de la filière. Encore faut-il être à même de s'approprier les innovations, de s'approprier des nouveaux mondes, puisque comme je le disais, la frontière entre le monde du produit physique et le monde du logiciel est en train de s'atténuer petit à petit. On parle aujourd'hui de solutions système, c'est-à-dire de produits qui communiquent les uns avec les autres et non plus d'installation de produits seuls. Ça suppose de maîtriser des écosystèmes et des protocoles de communication qu'on a évoqués tout à l'heure. Et puis, bien sûr, ça implique aussi des compétences nouvelles sur l'ensemble de la chaîne
de valeur des métiers de l'installation électrique et numérique. On l'a vu, ça nous concerne, nous, chez Legrand, les industriels, qui conçoivent, fabriquent et mettent au point les produits. Ça concerne les équipes de vente, que ce soit chez nous comme les distributeurs qui les vendent. Et ça suppose aussi, bien sûr, que les professionnels qui les installent, les configurent et les maintiennent soient tout à fait à l'aise avec ce type de solution qu'on leur propose, et tout ça pour répondre plus efficacement aux besoins des utilisateurs et des clients. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je laisse la parole à Sébastien. Merci beaucoup, Monsieur Beau. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à nous faire part de vos remarques sur le fil de conversation. Monsieur Van Nuys, maintenant, c'est à vous. La question que l'on vous pose, c'est comment on traite ces innovations dans les classes, dans les établissements? Bon, bonjour à tout le monde déjà. Alors moi, je suis enseignant au lycée professionnel de Costebel, à Hyères, dans l'académie de Nice. Et donc, je me proposais d'entrer un peu sur un état des lieux de notre environnement à tous. Que ça soit parce que nous, on a aussi le CAP et les formations Greta dans le diplôme MELEC. L'état des lieux, c'est que sur nos entrants, tous n'ont pas des bases techniques et des gestes professionnels déjà qu'ils auraient pu acquérir au niveau d'activités personnelles, d'accompagnement familial ou de stages découvertes tout simplement. Et donc certains arrivent avec aucune notion d'outillage ou de geste. Donc il faut déjà forcément reprendre par des notions fondamentales qui sont nécessaires à nos activités d'électricien. Et ça, il faut l'aborder dès l'entrée dans tous les domaines, aussi bien l'habitat, le tertiaire et l'industriel. Et par conséquent, on est forcément obligé de rapidement rentrer dans ces innovations technologiques, puisque de la domotique et de l'automate, etc., on va le retrouver rapidement partout. Donc, c'est un passage obligé pour commencer. Nous avons remarqué, et je pense que vous aussi, au niveau des activités pratiques, il y a toujours des différences de conditions de réalisation entre nos ateliers et les sites réels de chantier ou en entreprise. Donc déjà, les domaines étant très variés, entre les habitations, les ERP, les infrastructures, voies publiques, etc., courant fort, pardon, et courant faible, c'est difficile d'aborder tout d'un coup. Donc on est obligé d'y aller par étapes, et il y a forcément des passages où ils ont besoin de certaines connaissances qu'ils n'ont pas forcément encore vues ou bien abordées suffisamment. Et ils ont aussi leur période de formation en entreprise, les PFNP pour leur stage, où ils se retrouvent dans des domaines très diversifiés en fonction des opportunités d'entreprise qu'ils ont aussi. Nous avons remarqué aussi qu'en compétences de terrain sur ces stages, justement, les tuteurs et les chefs d'entreprise, la première question qu'ils nous demandent, en tout cas dans notre académie ou notre environnement, pour ma part, c'est comment est l'élève, c'est le savoir-être. C'est la première chose, sa motivation, les questionnements, ses persévérances, sa ponctualité. C'est le premier point qu'ils veulent aborder. Et ensuite, on amène justement le bilan de compétences, les évaluations qu'il a pu mettre en œuvre pendant ce stage. Ça montre bien que le premier besoin, je pense, c'est justement ce savoir-être élève, et il faut le mettre en place dans ce cadre de ces innovations. Et comme ces innovations, elles sont, comme le disait Monsieur Beau, elles montent en puissance, elles sont en constante évolution, il va falloir un certain pouvoir d'adaptation de ces élèves, aussi bien au sein de notre formation qu'au suivi des entreprises aussi. Voilà, puisque ces élèves, censés être des futurs salariés sur le marché de l'emploi, il faut qu'on puisse les adapter assez rapidement. Donc, je pensais faire le lien avec cette diapo qui est très bien pour ça. Finalement, quoi transmettre? C'est la vraie question du sujet de ce soir. Sur les systèmes communicants, comme il y a déjà une partie qui est déjà implantée, les élèves savent que ça existe, ils les ont rencontrés. Après, savoir comment ça se raccorde, comment ça se paramètre, comment ça fonctionne en interne, c'est là l'objet de notre formation, et ils ne sont pas forcément conscients et réalistes de ce qui se passe derrière. Donc, ça sera à nous de jouer là-dessus. Les éléments qui composent un système communicant aujourd'hui sont quand même basés, je trouve,
sur certaines similitudes. Je dis bien certaines. On va retrouver une liste de protocoles, mais qui sont quand même standardisés. Et on retrouve certains assez régulièrement. On les recroise partout. On va toujours parler aussi souvent de principes d'entrée, de sortie, de paramétrage, de programmation. Donc, je pense sur ces bases-là, on peut partir sur justement le pouvoir d'adaptation et de mise en autonomie des élèves. Parce qu'on ne peut pas faire un cours hyper précis vu la variété de ces systèmes. Voilà, alors sur cette diapo-là, justement, avec cette diversité de matériel, il va falloir faire un choix parce qu'on est limité en place et surtout en budget dans nos ateliers. Donc, il y a une veille qui est faite, comme vous le savez tous, de notre part. On aime bien voir un peu ce qui se fait, qu'est-ce qui se met en place, qu'est-ce qu'il y a de disponible. Nos inspecteurs font pareil de leur côté. Ils font leur choix, leurs prescriptions aussi également. Et à partir de là, quand on a fait des choix de support à budgéter, on peut les mettre en place. Alors, une fois qu'ils sont sur site, si on peut passer à la suivante. Merci. Donc, on a fait un choix. J'ai pris l'exemple ici d'une gestion d'énergie qu'on peut rendre sur une supervision de chez Legrand. Donc, c'est le système EMS. Il a la particularité justement d'avoir sur les rails du tableau de répartition le bus intégré. Quand vous clippez ce module, il a la tenue mécanique et il a également la connexion du système communicant directement. Donc là-dessus, quand des élèves, par exemple, abordent ça pour la première fois, je propose donc moi une activité, ce que j'appelle l'activité de découverte. Donc si on pouvait juste rester sur celle d'avant encore, merci. Voilà. On va devoir les guider pour avoir la même méthode que nous quand on découvre un matériel finalement, hein. À partir du support technique, aller se renseigner sur le catalogue, sur les notices constructeurs et ensuite savoir se poser les bonnes questions. Alors c'est là qu'on va intervenir pour justement les guider là-dedans parce que eux tout seuls, ça sera difficile. On va falloir les guider pour se poser les bonnes questions avec un questionnaire élève, hein, ça sera leur document. Et puis après, on peut prévoir aussi, hein, c'est à vous de voir comme vous voulez, comme vous l'organisez dans votre activité, dans la séance, une procédure de mise en route et un essai de fonctionnement, histoire de s'approprier, de voir comment ça fonctionne. Et à partir de là, ils ont une première approche d'un système et ce qui nous permettra après de pouvoir cibler vraiment des compétences précises, des connaissances précises sur le système pour un TP bien plus particulier. C'est ce qui va nous permettre, avec la diapo suivante, de parler d'une séquence pédagogique. Alors là, pour le coup, c'est moi qui ne vais pas être très innovant puisqu'on tend vers une démarche de projet, ce qu'on nous demande de plus en plus de mettre en place. Alors, dans une première partie, il va falloir qu'on prépare nous nos documents. Ça, c'est ce qu'on fait d'habitude, hein. Un cahier des charges avec, par exemple, le schéma d'implantation, le ou les schémas développés, le cahier des charges du client, tous les documents que vous avez mis en place qui est propre au système. En parallèle, on va avoir une deuxième partie, ce qu'on appelle les ressources, hein, les supports de connaissances. Et ensuite, avoir préparé évidemment les gestes professionnels. Pour la partie élève, moi, je leur demande toujours une partie préparation qui permet de faire le point sur les connaissances et les préparations d'activités. Et ensuite, dans un deuxième temps, la réalisation proprement dite, ce qui va pouvoir nous amener à la compétence. Alors, si on développe juste rapidement les activités enseignants en passant sur la diapo suivante, donc le cahier des charges, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez le dossier technique du système avec tous les différents plans, schémas que vous avez à votre disposition ou que vous créez. En support de connaissances, ça commence par nos cours, et des documents ressources qui peuvent être des livres, des fiches, des protocoles, qui sont ressources générales, comme on a l'habitude d'utiliser. Et c'est là que vient en jeu, je pense, ce livre, par exemple, ce guide MELEC, avec les fiches, qui sont déjà une première entrée pour faire la préparation de l'activité. En geste professionnel, on a certaines notices qui sont très bien décrites pour préparer le matériel, pour savoir comment raccorder. On a préparé des tutos, des diapos, ou récupéré, peu importe, hein, on mutualise, on partage.
Et on peut aussi tout simplement faire la démonstration du geste professionnel en direct. Je sais que chez nous, certains élèves apprécient. Ça ne reste pas qu'une vidéo qui pourrait être que virtuelle. Des fois, certains gestes rapides, ça fait du bien aux élèves de voir que ça se fait vraiment et ça les motive à vouloir le refaire. Voilà pour la partie enseignant. Si on passe à la diapo suivante sur les activités élèves, on va retrouver les documents élèves. Donc, moi, je sépare en deux parties. Ça peut être sur le même document, mais il y a deux activités différentes. Il y a une préparation, justement là où on se fait poser, où on leur demande de se poser les bonnes questions. Enfin, c'est nous qui leur donnons les questions, en fait, hein. C'est guidé, c'est préparé, mais ça leur permet d'aller chercher les bonnes informations. Quand ils ont rassemblé tout ça, ils peuvent mettre en œuvre leurs compétences en passant dans la pratique directement, en utilisant les gestes professionnels. Et ensuite, ça nous amène à la troisième partie. Voilà. Et donc, on arrive sur un bilan de compétences de l'activité en cours. Et à vous de l'évaluer, de faire le bilan. Et si vous la rentrez en formative certificative en fonction de l'avancée de votre plan de formation, tout simplement. Je voulais dire, dans les supports de connaissances, oui, ça, on apporte aussi évidemment tout ce qui est méthodologie sur la sécurité électrique, les sécurités de chantier, les utilisations de logiciels. On prépare aussi. Ben non, voilà, c'est tout. Là, on a la séquence. En fait, pour ma part, que la séquence soit d'une présentation d'un système classique ou d'une matière innovante, d'un système innovant, il faut de toute façon passer par ces étapes. Et je pense que le support de connaissances doit être autonome et disponible en permanence pour que les élèves puissent l'avoir en cours, en atelier, en révision à la maison, pour ceux qui font ça aussi. Et ça, c'est valable justement, quels que soient les diplômes, les formations ou les prises de connaissances que l'on veut. Et de travailler à partir de supports avec une partie préparation, je pense que ça cadre bien avec une partie adaptation et prise d'autonomie pour les élèves ou les apprenants. Parce que justement, ce point, je insiste et je me répète, hein, adaptation et autonomie, je pense que c'est un point clé dans le secteur innovant et communicant parce que ça monte en puissance, ça évolue, il y a toujours des nouveaux projets qui viennent en place et on ne peut pas faire un cours figé sur lequel on reste là-dessus. On doit, je pense, apprendre à nos élèves à pouvoir s'adapter et évoluer en parallèle des technologies. Voilà pour ma partie pédagogique. Merci, Monsieur Van Nuys. Avant de vous présenter le guide, je voudrais vous poser une question, et puis je voudrais poser une question à Monsieur Beau. Monsieur Van Nuys, vous parliez de veille tout à l'heure pour trouver être au courant des dernières innovations ou les innovations à venir. Sur quel support vous effectuez ces veilles? Comment vous procédez? En fait, on se renseigne sur les différents sites des fabricants, donc comme Legrand, d'autres installations. On a aussi j'ai perdu le terme, j'ai perdu le mot. On a des newsletters régulièrement aussi quand on est inscrit qui nous amènent les nouveautés qui sont faites aussi, les propositions. Voilà, c'est ça en fait. C'est principalement ça, hein. On se renseigne D'accord. directement sur les sites des fabricants. Et Monsieur Beau, donc Legrand, donc en tant qu'entreprise, je sais que Legrand est très présent dans les établissements. Est-ce que vous fournissez du contenu, des informations pour mettre effectivement au courant les enseignants de l'actualité de l'entreprise ou du secteur d'activité? On a un certain nombre d'enseignants ou d'établissements qui sont enregistrés chez nous et qui reçoivent des communications au fur et à mesure qu'on sort des innovations de manière nominative. Si ce n'est pas le cas pour tous les gens qui sont autour de la call et si vous êtes intéressés, je vous invite à nous en faire la demande, mais quitte à m'envoyer un mot directement si vous n'êtes pas destinataire encore des communications Legrand. Il y a évidemment, comme parlait Sébastien, le site internet qui est toutes les semaines remis à jour
en fonction des actualités, des innovations qu'on est à même de proposer et sur lesquelles on met à disposition beaucoup de contenu technique sur l'ensemble des solutions. Pas seulement des documentations commerciales, mais des notices, des brochures techniques, des guides d'installation qui peuvent être aussi utilisés dans ce cadre-là. Merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas donc à vous poser les questions. Je vais vous présenter rapidement notre nouveau guide d'Emelec qui paraît en 2023 et qui va dans la continuité des guides de référence que nous avons fait paraître ces dernières années. Le guide d'Emelec est en partenariat donc avec Legrand. Il est bien sûr conforme au référentiel du bac Pro Melec. C'est un guide qui est disponible en format papier ou numérique. Un guide généraliste qui apporte tous les fondamentaux nécessaires à un technicien travaillant dans les métiers de l'électricité et des environnements connectés. Vous y trouverez plus de 100 fiches avec les notions de base, les normes, les techniques. Et comme les guides précédents, ce guide d'Emelec vous propose de nombreuses ressources numériques. Nous les verrons un peu plus loin dans la présentation. L'objectif de ces guides, c'est d'avoir une approche synthétique pour aller à l'essentiel. Donc, c'est une organisation en fiches. Il y en a 100 dans les guides d'Emelec. La maquette est très épurée, très claire, très structurée. Et on vous propose de nombreux schémas avec beaucoup d'exemples et un repérage continu, facilité pour que l'élève, l'enseignant ou le professionnel s'y repère très facilement. Comme je vous le disais, tous les fondamentaux y sont abordés. Vous avez ici l'exemple du sommaire. Donc, vous voyez effectivement les différentes parties. Ça va du circuit électrique à la chaîne d'énergie, à la chaîne d'information dans le bâtiment. Je vais vous mettre dans le fil de conversation le lien vers la fiche article où vous pourrez retrouver également le feuilletage du guide. Voilà. Et nous avons mis l'accent sur les nouveaux enjeux. Nous avons fait un zoom là, comme vous pouvez le voir, où on fait vraiment des fiches sont consacrées au BIM, au Smart City, au Smart Grid, aux véhicules électriques et recharge, la fibre optique, mais également un accent est mis sur l'importance de la santé, de la sécurité et de l'environnement professionnel. Un axe important pour cette technique, c'est l'orientation et l'ancrage pro. Et comme tous les autres guides, notre première fiche est dédiée à l'orientation et au métier. Vous allez y retrouver donc les métiers, les formations et les poursuites d'études éventuelles en lien avec la filière Melec. Vous trouverez également donc des ressources de notre partenaire Legrand, mais également des vidéos immersives, des vidéos métiers qui peuvent parler aux élèves. Et c'est tout naturellement que nous avons fait ce partenariat avec Legrand, justement dans un souci d'ancrage dans le monde professionnel. Et ce partenariat va vous permettre, chers enseignants, de mettre à vos dispositions des outils et des ressources sur les dernières pratiques professionnelles, ainsi que les nouvelles réglementations en vigueur. Vous les trouverez tout au long du guide. Je vous le disais tout à l'heure, donc la particularité de ces guides, c'est vraiment une richesse d'un point de vue ressources numériques. Il y en a plus de 200 dans le guide des MELEC. Vous allez retrouver des exercices interactifs. Il y en a plus de 100. Vous allez retrouver 52 ressources sur des outils professionnels, sur des notions pratiques, 17 ressources sur des réglementations et normes, 8 ressources sur l'orientation et les métiers, 29 ressources pédagogiques, 14 ressources sur la sécurité au travail, mais il y a également donc des ressources dédiées aux enseignants, à savoir le tableau de correspondance avec le référentiel du bac Pro Melec et la banque de ressources Indus, une nouvelle banque de ressources qu'Hachette Technique vous met à votre disposition. Vous pourrez y retrouver une sélection des ressources, des enjeux des métiers de l'industrie et du bâtiment. Donc, il y a de nombreuses ressources vraiment que vous pouvez utiliser et qui sont constamment actualisées.
Donc ça, c'est un point très fort de notre guide. Ce guide sera disponible à la vente dès avril 2023, en format papier ou en format numérique. Nous avons envoyé des spécimens dans les établissements. Ils arriveront à compter de la mi-avril dans vos établissements. Si pour toute question ou pour des éventuelles demandes de SP, si vous ne les avez pas reçues à ce moment-là, je vous invite à contacter vos délégués pédagogiques. Je vous mets le lien dans le fil de conversation. Vous pourrez retrouver votre délégué pédagogique. Bonsoir à tous. En attendant peut-être que Thomas se reconnecte, je pense qu'il a eu un petit problème voilà, de réseau. Donc voilà, je prends son relais. N'hésitez pas à poser des questions, je les prendrai au fil de l'eau et Monsieur Beau et Monsieur Van Nuys y répondront si vous en avez. En tout cas, n'hésitez pas à réagir sur la nouveauté qui arrive dans vos établissements ces prochains jours, ce beau guide des Mélèques. Thomas est en train certainement de se reconnecter, hein, n'hésitez pas. Avez-vous des questions sur les innovations pour Monsieur Beau? Ou une expérience que vous avez menée en classe autour de ces innovations et que vous voudriez partager avec nous? Eh bien non. Monsieur Van Nuys, Monsieur Beau, vous-même, avez-vous un mot pour les enseignants qui sont nombreux ce soir avec nous, plus de 50 personnes avec nous, on est très contents de vous accueillir. Non, encore une fois, merci beaucoup pour être venus aussi nombreux. J'espère que il n'y a pas eu forcément beaucoup d'interactions, mais j'espère que vous partagez au moins le diagnostic et les évolutions qui nous impactent tous au sein de la filière. Nous, c'est vraiment des choses qu'on travaille au quotidien et on essaie d'accompagner au mieux les professionnels de la filière pour se les approprier. Ça suppose sans doute des fois un certain nombre de remises en cause de choses qu'on fait depuis très longtemps, mais je crois qu'il faut en passer par là. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit aussi. Thomas est revenu. Je suis désolé, ça a coupé. Désolé, j'espère. Enfin, voilà, merci beaucoup, Bénédicte, qui était en backup. C'est très, très gentil. Je vois qu'il y a une remarque. Il y a deux remarques. Donc, Thomas, je te relaisse la main et je m'efface. Oui, donc j'ai loupé le début des questions. Xavier donc, nous dit effectivement que des démos dans des lycées pour montrer les différentes possibilités seraient un plus. Et Thibaut nous fait part de la remarque suivante. Y a-t-il des maquettes pédagogiques en prévision de ces innovations? Donc, les démos, je pense que c'est plutôt, c'est peut-être plutôt pour vous, Stéphane Beau. J'ai pas de visibilité sur l'aspect maquette pédagogique, j'en suis désolé, mais par contre, je me note la question pour éventuellement, par votre intermédiaire, Thomas, revenir vers la personne qui l'a posée pour apporter une réponse. Vous avez raison, des démos dans les établissements pour montrer les différentes possibilités. Non seulement ce serait un plus, mais pour moi, c'est assez indispensable, compte tenu de ce qu'on vient de se dire, et qu'il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut difficilement et entièrement expliquer
uniquement à l'oral et qu'à un moment donné, il faut passer à la démonstration physique de la solution, de son installation, de son paramétrage, de sa configuration, etc. Donc, je me renseigne pour la partie maquette pédagogique ou mise à disposition de systèmes, ce qui est prévu, ce qu'on est capable de faire, et je m'engage à revenir vers vous. Merci. Et donc, est-il brillant? Oui, donc Sébastien nous dit qu'il n'a pas entendu la réponse pour le Gard, donc je suppose qu'il y a eu une question sur le Gard. Malheureusement, je n'étais pas présent, donc je ne peux pas vous renseigner. Qui avait répondu? C'était vous, Sébastien, peut-être sur le Gard? Sur le Gard, non, Oui, non, vous n'avez pas répondu à la non, question? sur les questions, D'accord. j'ai pas à des questions, mais je réponds volontiers. Alors, référence éducation. Oui, donc Xavier nous demande effectivement les références du guide des Mélèques, je suppose. Donc vous les trouverez vous les trouverez sur la fiche article. J'ai mis le lien dans le fil de conversation. Je pense que c'est ça que vous cherchez. Et après, la version numérique peut-elle être intégrée par le Gard? Oui, donc Sébastien. Oui, la version. Tous nos manuels, bien sûr. Ma collaboratrice Sophie Corvy vous a répondu. Tous nos manuels numériques sont compatibles avec le Gard et la plupart des ENT. Donc ça, il n'y a pas de problème. Vous aurez un extrait du manuel numérique début avril. Et il sera disponible également sur notre site internet. Un protocole ouvert informé. La communication se fait. Non, nous dit la communication se fait en protocole ouvert ou fermé, interface ou passe embarquée. Oui, ça, je peux peut-être Oui. prendre la main sur la réponse. Les protocoles de communication qu'on a évoqués tout à l'heure sur le Smart Home sont par définition très ouverts, puisqu'aujourd'hui partagés par un très grand nombre d'acteurs. Je pense au Zigbee, je pense au Wi-Fi, etc. Ce sont par définition des protocoles ouverts. Vous n'êtes pas sans savoir aussi, j'imagine, qu'il y a une espèce de convergence des modes de communication, notamment dans l'écosystème Smart Home, vers un protocole unique qui aujourd'hui s'appelle Matter, mais qui n'est pas encore réellement déployé à grande échelle sur le marché, mais qui vise en fait à réconcilier toutes les manières qu'ont les différents acteurs de ce marché du smart home de communiquer avec leurs produits, de manière à ce que pour un utilisateur final, il n'ait plus de questions à se poser de savoir quand il achète un produit connecté, est-ce que ça va marcher avec un autre produit connecté que j'ai déjà chez moi à la maison. Le protocole sera naturellement interopérable. Mais d'ores et déjà, les protocoles qu'on utilise aujourd'hui, et notamment sur l'écosystème Smart Home, c'est principalement articulé autour du Zigbee. Zigbee est un protocole par définition très ouvert. Merci Sébastien. Merci Stéphane. Une autre question. Donc, Legrand a-t-il un équivalent du Acti9 SmartLink Modbus pour le pilotage, comptage, supervision des armoires électriques? Je suppose que c'est pour Monsieur Beau, ça. Pas encore, mais ça arrive. Ce sera beaucoup mieux qu'Acti9. Non, je plaisante, mais oui, on a en prévision de développer pas forcément un copier-coller du système de Schneider, mais en tout cas une manière de rendre nos armoires et nos disjoncteurs communicants, puisque de toute façon, ça répond aussi à un besoin de la part des exploitants de bâtiments qui nous challenge assez régulièrement sur ce sujet. Il y a également un commentaire de Sébastien qui nous dit qu'au lycée, donc dans certains établissements, le Wi-Fi n'est pas ouvert, donc il est compliqué d'utiliser les systèmes Smart Home. Ça aussi, c'est un sujet qu'on traite, et aussi sur la base de ce type de remontée, y compris sur des chantiers. De toute façon, on a besoin de plus en plus de faire du paramétrage de produits connectés, même quand il n'y a pas de réseau. Parce que par définition, si vous prenez par exemple un chantier neuf, quand on en est à la phase d'installation des produits, forcément,
Les gens ne sont pas dans les logements, et les box ne sont pas là, donc par définition, il n'y a pas de Wi-Fi. Donc ça fait partie des choses qu'on devrait bientôt sortir, c'est-à-dire des apps qui permettent de configurer l'ensemble des produits connectés, même en l'absence de réseau Wi-Fi. Ah oui, alors ça m'intéresse aussi parce qu'en fait, de mon expérience, c'est pareil, notre réseau Wi-Fi est tellement fermé Mm. que, certaines installations, on arrive à connecter avec l'extérieur pour des ne fût-ce que pour des mises à jour ou du fonctionnement et sur d'autres modèles, ça plante régulièrement. J'ai un collègue, il sort un module régulièrement pour le reparamétrer chez lui parce qu'il va avoir une quantité de pare-feu phénoménale et Mm. il n'arrive pas à faire fonctionner correctement ou à 100% certains systèmes, Absolument. avec, la la contrainte de cybersécurité de nos lycées, en fait, de nos établissements. Donc c'est vrai que si on pouvait reproduire cette situation-là, ça pourrait être intéressant, pour, beaucoup de lycées, en effet. Y a-t-il d'autres questions par rapport à poser à Monsieur Van Nuys ou à Monsieur Beau? Ou à moi-même, si vous avez des questions sur le guide, je suis là également pour y répondre, hein. S'il n'y a plus de questions, écoutez, on va finir un peu plus tôt que prévu. Nous allons mettre cette vidéo donc en... Ah oui, Monsieur Arthur, désolé, vous êtes arrivé à la fin, mais comme je le disais donc au début, nous allons vous mettre à votre disposition un replay. Je vous l'enverrai par email dès demain. Vous aurez donc le replay de la vidéo et de l'intervention de Monsieur Beau et de Monsieur Van Nuys. S'il n'y a plus de questions, je vais remercier Monsieur Van Nuys et Monsieur Beau pour leurs interventions. Merci à vous, chers enseignants, pour votre présence. Hachette Éducation reste à votre disposition si vous avez des questions. Nos délégués pédagogiques sont à votre disposition aussi pour y répondre. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo Hachette Technique spéciale Indus. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir à tout le monde, merci. Au revoir.